et qui nous intéresse particulièrement, mais voilà, sur lequel on n'a pas beaucoup d'informations. Donc la documentation est souvent assez lourde. Ça peut être des dessins assez grands, ça peut être des dessins assez petits, ça peut être des dessins qui sont dans des carnets. Euh, voilà, donc a priori, cette documentation, on va dire classique, elle ne pose pas trop de problèmes. Malgré tout, il y a quand même très souvent, donc elle est scannée pour pouvoir être ensuite diffusée au travers de sites ou d'archives. Dans le processus de scannage, il y a des choses très simples, mais qui ont une grosse importance par la suite. C'est la nature du scan. Et pendant très longtemps, par exemple à l'école d'Athènes, c'est plus le cas maintenant, mais on scannait tous les documents au formatif en bitmap, c'est-à-dire en noir ou en blanc, en pixel noir ou blanc, sans niveau de gris. Si vous avez un exemple à droite sur votre écran, ça donne avec assez mauvais, même quand il y avait des très hautes résolutions. Et à gauche, vous avez au contraire un document qui est scanné en niveau de gris et qui avec du fond, ce que je recommande toujours de faire parce que le fond peut toujours se retirer, mais il permet de ne pas perdre certains détails qui ont pu être portés par exemple au crayon de façon très fine et qui sont très peu visibles. Voilà, donc je pense aussi, pendant un certain temps, on nous demandait, quand on rendait des documents, on est à très haute résolution, 600 dpi, des choses comme ça. Je pense qu'il y avait une petite part d'exagération. Mais ça peut se discuter, évidemment. Tout le monde n'est pas du même avis. Et personnellement, je scanne tous mes documents à 300 dpi en considérant que la plupart du temps, ils sont publiés, reproduits à l'échelle de moitié. Donc un plan au centième reproduit ou 50e reproduit au centième, ainsi de suite. Et donc on arrive du coup à 600 dpi et que c'est largement suffisant. Alors, une autre chose toute simple, toute bête, mais qu'il faut quand même signaler, c'est que quand on scanne des documents, quelquefois qui sont assez anciens, qui sont sur des supports un peu abîmés, donc on reçoit des scans évidemment très intéressants, sur lesquels il y a très souvent beaucoup de travail à faire pour les rendre, soit pour les remettre droits, soit surtout pour les nettoyer, pour retirer tous les parasites. Un plan comme celui-là, que Stéphanie doit bien connaître, parce je crois qu'elle s'est occupée de ce fonds Claros à l'IRA, donc un plan qui a une cinquantaine d'années. Quand il a été remis, il était très sale, entre guillemets, et il a fallu plusieurs heures pour le rendre parfaitement publiable. Voilà. Donc ça, c'est des travaux préalables très simples, mais qui quand même prennent du temps. Alors, à mon avis, un des problèmes principaux, c'est celui on va dire, des métadonnées et de la façon dont on peut retrouver ou non des documents. Donc, on sait très bien que selon les sites, on a des sites où on a l'impression que ça marche assez bien et d'autres où ça marche un peu moins bien. Alors, je prends l'exemple très rapidement, hein, je ne vais pas m'attarder dessus, mais de Archimage, Archimage de l'école d'Athènes, qui est un site d'une richesse potentielle très grande, avec, comme vous le voyez, un nombre de documents très élevé, donc un travail énorme qui a été fait. Et je dois dire que il y a quelques problèmes pour la recherche, à mon avis. Alors, peut-être que je me débrouille mal, mais je suis, on va dire, je fais un peu le candide dans cette histoire. Donc ici, je fais une recherche, par exemple, le temple d'Apollon à Delphes, et je trouve deux résultats, ce qui prouve qu'il y a soit dans ma demande, soit dans le traitement de ma demande, un problème. Donc, si je tape uniquement Temple d'Apollon, j'en trouve déjà 10, ce qui n'est pas beaucoup, mais ça fait déjà beaucoup plus, et où pourtant il est marqué Delphes dessus, donc je ne comprends pas très bien pourquoi j'arrive à plus de résultats. Voilà, je continue. Ici, l'auteur de tous ces dessins, c'est Eric Hansel. Je tape Eric Hansel ou Hansel, virgule Eric, comme c'est indiqué sur les légendes, et je trouve aucun résultat. Je tape mon nom, aucun résultat, ce qui est surprenant parce que je sais que des documents ont été enregistrés. Et quand je vais sur Google, la plupart de ces documents, je les trouve. Donc, il ne s'agit pas de faire
une critique, mais juste de signaler quand même que l'interface est assez importante et qu'il faut, à mon avis, donner des indications, comme ça avait été fait à l'époque, par exemple sur Percé, non, surtout sur Cephal, il y avait des indications pour savoir comment effectuer ces recherches. Alors, on arrive à une deuxième question, qui est, à mon avis, la plus importante par rapport à la spécificité des architectes. Donc, en préparant cette intervention, je me suis adressé à pas mal de collègues pour recueillir les problèmes que eux avaient eus lorsqu'ils ont fourni des documents pour l'archivage de leur travail. Donc, c'est un peu à la fois ma propre expérience, mais celle de certains collègues. Donc, vous savez ou vous ne savez peut-être pas que les architectes travaillent avec des logiciels qui leur sont propres, que peu d'autres corps de métier utilisent. Donc, qui sont ce qu'on appelle des logiciels d'architecture, et qui sont des logiciels vectoriels. Donc, évidemment, le plus connu, c'est AutoCAD. Moi, j'utilise Vectorworks, qui est aussi, voilà, et puis il y a SketchUp, et il y en a à peu près une dizaine. Et évidemment, tous ces logiciels ont des enregistrent dans format dit natif. Et donc, au fil des années, le format natif d'AutoCAD, donc AutoCAD a deux formats, c'est DWG, son propre format, et il était prévu d'exporter en DXF pour pouvoir être plus facilement consultable et diffusable. Donc, en fait, ces dernières années ont montré que c'est son format propre DWG qui s'impose un peu comme plateforme d'échange, mais qui reste quand même assez, dès qu'on sort du milieu des architectes, évidemment, c'est assez difficile de le trouver. Alors, dans la pratique, en réalité, les documents qu'on fait souvent ne sont pas faits uniquement avec un logiciel, mais comportent des sortes de passerelles entre plusieurs logiciels qui sont chacun requis pour leurs compétences propres. Vous voyez en bas un dessin, par exemple, qui a été publié récemment et qui en fait a utilisé trois logiciels différents, un logiciel pour le plan, un logiciel pour passer en 3D et un logiciel d'image. Ensuite, il a été terminé, si je puis dire, sur Photoshop comme image, et c'est finalement l'image qui contient l'essentiel des informations, c'est le document qui est transmis. Plus que les autres documents. Donc là, il y a toujours évidemment un problème. Je dirais par la suite qu'il ne faudra pas non plus, il faut mettre à mon avis des limites, sinon on a pléthore de documents dont la plupart ne sont pas utilisables directement. Alors, ce problème d'export, donc ici, si vous utilisez un programme d'architecture vectorielle, ensuite, vous avez le choix. Alors, ça fait l'objet souvent de nombreux échanges entre l'administration de l'école d'Athènes et les gens qui travaillent sur les sites pour savoir dans quel format recevoir. Donc, si on travaille comme on le fait tous, donc avec ces logiciels, on exporte en général en DWG, comme je viens de le dire, mais qui a une qualité et en même temps un défaut, c'est-à-dire que c'est le format natif, c'est-à-dire qu'on peut réintervenir sur le document. Et donc, certains architectes préfèrent ou préféreraient que leurs documents ne soient pas retraités soit par quelqu'un d'autre, un collègue, ou par les services de publication qui peuvent, il est arrivé déjà qu'ils fassent disparaître des documents, ainsi de suite, ou autre. Alors, il y a actuellement un système d'export qui fait à peu près, je dirais, consensus dans le milieu. C'est l'exportation PDF, puisque ce format a fait de très grands progrès depuis plusieurs années, et que maintenant un document fait sur logiciel vectoriel et qui est exporté en PDF garde non pas l'ensemble, mais une très grande partie de ses qualités, et peut évidemment, du fait d'être PDF, être ouvert par de nombreuses et consulté sur de nombreuses plateformes. Et puis enfin, une autre possibilité qu'utilisent aussi beaucoup d'architectes, c'est d'exporter non pas le document sur lequel ils ont travaillé, dont ils veulent conserver la mainmise, mais sous forme d'images pixelisées. Vous avez à droite un document, par exemple, qui a été travaillé au départ, un vieux dessin fait à l'encre, qui ensuite a été traité sur d'autres logiciels et puis qui fait toute un parcours retravaillé. Donc après se pose évidemment le problème de savoir qui est l'auteur du dessin à la fin, parce que je serais bien embêté de dire le dessin en bas qui est l'auteur, parce qu'il y a trois ou quatre auteurs différents qui ont concouru à ce dessin. Alors, un nouveau venu, on va dire, depuis une dizaine d'années dans le travail des architectes, c'est tout ce qui est logiciel de 3D, on va dire, de captage 3D.
Alors, quelquefois, on les appelle relevés 3D, ce qui est à mon avis une grosse erreur, parce qu'il s'agit en fait d'images 3D, de photographies 3D qui sont recomposées. Donc, vous avez un exemple à gauche d'un enregistrement d'un bloc qui a été fait et qui pourrait donc très bien qui devrait être archivé quelque part. Alors, le format natif c'est un logiciel donc, qui s'appelle Agisoft Metashape. Comme tous les logiciels d'architecture, c'est des logiciels qui changent au moins une fois dans les versions, se renouvellent au moins une fois par an. Donc, il faut courir derrière la dernière version pour arriver à l'ouvrir et de toute façon, pratiquement personne n'arrivera à le faire, sauf quelques laboratoires. Donc, il faut trouver des... Là aussi, on peut l'exporter en PDF qui est d'assez bonne qualité. Donc, par exemple, c'est ce que je fais de mon côté. Et puis, vous avez d'autres formes de dessin d'architecture. Vous avez un exemple à droite fait par Franck Monnier, une reconstitution d'un palais en Égypte, où il a travaillé donc avec je ne sais pas avec quel logiciel d'architecture, mais donc à partir de là, il produit des animations. Et dans ce cas-là, c'est tout à fait différent. C'est pas des maillages, c'est uniquement des surfaces vectorisées donc qui peuvent être exportés, alors que le maillage à gauche ne peut pratiquement, il peut être exporté dans différents formats, mais surtout des formats qui servent à fabriquer des objets. Par exemple, ce sont des choses qui sont utilisées beaucoup dans l'industrie pour faire des prototypes. Alors, j'en profite juste pour glisser une parenthèse, c'est que ces logiciels ont un succès fou actuellement. Les jeunes les utilisent beaucoup et, à mon avis, ne remplacent absolument pas le dessin traditionnel à la main. Donc, je me bats toujours pour que ce soit une approche complémentaire, supplémentaire, mais qui ne remplace pas, tout simplement parce que le défaut principal, c'est qu'il n'y a aucune cote sur ces soi-disant relevés tridimensionnels. Voilà, donc je termine ici en signalant, donc, de mon point de vue, quels sont les problèmes principaux. J'ai envoyé ce PowerPoint à l'école, donc elle peut le transmettre aux personnes qui souhaiteraient l'avoir. Donc le problème principal, c'est évidemment l'évolution technologique incessante qui fait que chaque fois qu'on parle, on se demande si 2 ans plus tard, ce qu'on dit sera encore d'actualité. Et puis, je pense aussi la détermination de qu'est-ce qu'on doit archiver ou non. Et là, je pense on ne peut pas tout archiver, à mon avis. Il faudrait essayer de faire des protocoles selon les institutions disant que, notamment pour séparer le travail fini, on va dire, si tant est qu'un travail soit jamais fini, enfin, disons, arriver à un certain degré de finition d'un travail qui est un travail non terminé. Donc, s'il y a des personnes de l'école d'Athènes qui nous écoutent, par exemple, il y a un dossier qui existe depuis 60 ans sur le trésor de Cnide, qui est un énorme dossier graphique qui n'a jamais été publié. Donc, l'auteur de la publication qui aurait dû publier est décédé, malheureusement. Et donc, on peut se poser la question, dans un cas comme ça, de savoir est-ce que ça peut être archivé, accessible ou non, dans la mesure où plein de gens pourraient être intéressés par travailler sur ce dossier sans avoir forcément l'autorisation. Je termine juste pour signaler que j'ai récemment eu l'occasion de beaucoup travailler avec une base de données mise en ligne par la Société de restauration des monuments de l'Acropole, ISMA, que vous voyez là, et qui m'a donné totale satisfaction, que je trouve un modèle du genre, parce que chaque fois que j'ai posé des questions, donc dans la version soit grecque, soit anglaise, pour rechercher un document en particulier, je l'ai trouvé tout de suite. Donc, je sais que ça demande énormément de temps, de personnel. Bon, donc, tout le monde n'a pas forcément les moyens de l'ISMA, mais je crois que c'est important de viser un résultat de ce type-là. Voilà, je m'arrête ici et je laisse la parole à ma collègue Stéphanie, à moins qu'il y ait des questions directement ou plus tard après nos 2 interventions. Bonjour, donc à l'instar de tous mes prédécesseurs, je remercie bien entendu le comité d'organisation, Marie, Laure, Océane et Soline de m'avoir invité à communiquer aujourd'hui. Nous avons pensé à un retour d'expérience du point de vue du gestionnaire en ce qui concerne la spécialité d'un institut, l'architecture antique, étant donné que c'est la seule unité de ce genre en France totalement consacrée à cette spécialité. Donc, je suis chargée des archives scientifiques depuis 2019, depuis mon arrivée en 2019, quelques mois avant la pandémie. C'est important, c'est pour ça que je le signale. Et depuis janvier 2024, je suis co-responsable de l'axe de recherche intitulé « De l'acquisition à l'exploitation des données
pour la représentation et la diffusion des connaissances, en collaboration avec deux architectes de l'IRA, Véronique Picard et Nathalie André, qui travaillent respectivement au bureau de Pau et au bureau d'Aix-en-Provence. L'Axe a pour objectif de discuter de l'apport des nouveaux outils à la connaissance en architecture antique et donc un peu ce que Didier Laroche vient de vous expliquer. Un grand nombre de questions se posent sur la pertinence et surtout l'avenir de l'archivage de tous ces documents que l'on crée, notamment dans le but de créer des maquettes 3D. Et donc cet axe est entièrement dédié à cette question-là. Mon travail consiste à créer en priorité une archive numérique Omeka qui doit accueillir l'ensemble des archives de l'IRA, quels que soient les bureaux, puisque c'est un laboratoire qui a été fondé. Voilà. Il a été fondé en 1900. Ah oui, c'est là? Ok, merci. Il a été fondé en 1957 et c'était une unité très originale qui avait vraiment pour but de donner la place à des architectes archéologues et de montrer la place de l'analyse architecturale. Les membres de l'IRA y tiennent beaucoup. Nous avons mis en place une politique d'archivage, d'une politique plutôt dédiée aux archives, qui donne la priorité aux archives anciennes dites patrimoniales, et ce qui représente quand même un gros pourcentage des archives de l'IRA, puisque ce laboratoire est déployé sur tout le territoire national en 4 bureaux, à Aix-en-Provence, Pau, Paris et Lyon. Tous les bureaux conservent des fonds bien identifiés, qu'il s'agisse de fonds sur les sites et monuments français ou étrangers. Donc, comme vous le voyez, il a été dirigé et surtout fondé par des membres reconnus, des architectes et des archéologues, dont Roland Martin, qui était ancien membre de l'école française et qui a dirigé l'unité de 1957 à 1979. Il a aussi compté dans ses équipes Jean-Pierre Adam, Pierre Gros et puis aussi Robert Ami, qui a été maître et directeur de recherche au CNRS. Je vous signale tous ces anciens, puisque c'est vraiment les archives sur lesquelles je travaille, même si depuis pas mal d'années, je travaille principalement sur des archives, des monuments et des sites français, en l'occurrence Glanum. C'est pour ça que je note, je vous donne ces précisions. L'IRA est aussi l'héritier des travaux de Pierre Varenne, dont le bureau d'Aix-en-Provence conserve toutes les archives des études et fouilles, que ce soit menées en France ou à l'étranger, donc Larousse, comme Didier Laroche vous l'a signalé tout à l'heure. Cependant, je n'ai pas vraiment encore commencé à travailler sur ces archives-là. Je me consacre, donc je vous disais, depuis l'été 2021 et la fin de la pandémie, aux archives des fonds français, mais j'ai quand même eu l'occasion d'approcher plusieurs fonds concernant les fouilles et les sites étrangers. Alors, contrairement à ce que disait... oui, donc on parle d'abord et avant tout... Ah oui, donc je vous disais le développement de l'archive et la politique patrimoniale. J'ai pas compris la... Voilà. Donc, contrairement à ce que disait Didier, j'ai pensé de mon côté que les archives de l'architecture antique n'étaient pas forcément très différentes des autres archives. De toute façon, ce sont des architectes et des archéologues. Mais il est vrai que la masse de documents graphiques peut donner l'impression qu'il s'agit de fonds à part. Ce sont toujours des fonds d'archives de fouilles dans tous les cas de figure et d'études des monuments en plus. La typologie, donc, qui est une question très importante, et notamment en ce qui concerne les formats, en priorité. Les architectes ont tendance à créer leur format, leur propre format. Donc, ce n'est jamais du A2, jamais du A1, jamais du A0. C'est toujours un peu plus petit ou un peu plus grand, ou toujours hors format. De toute façon, c'est vraiment la chose à prendre en considération en priorité. Il s'agit aussi énormément de calques, hein, pour tout ce qu'on appelle pour tous les supports, toute la question des supports. Donc, pour faire l'état des lieux des archives de l'IRA, je dispose au bureau d'Aix-en-Provence, hein, puisque les autres bureaux fonctionnent d'une manière différente. Enfin, de toute façon, j'en suis chargée, mais les questions se sont posées d'une manière différente, que ce soit à Pau ou à Paris, parce qu'ils ne conservent évidemment pas les mêmes archives. Par exemple, au bureau de Pau, ils conservent les archives du site de Baello Claudia, et ils ont participé, il y a maintenant 2 ans, à un gros programme Collex Percé pour la valorisation des archives avec la MSH Monde qui s'appelait auparavant la MAE à Nanterre.
Et donc, chaque bureau a dû gérer la totalité de ses archives avant mon arrivée. Alors, ça a été tout à fait possible à Pau, ça l'est beaucoup moins à Paris où il y a peu de personnel rattaché puisqu'il manque, enfin, beaucoup sont partis en retraite. J'ai eu l'occasion d'aller à Paris, de faire plusieurs missions et j'ai par exemple traité des archives de Jean-Pierre Adam qui lui a laissé tout ce qui concerne Pompéi ou sa participation à la mission du Louvre à Saqqara en Égypte. Encore une fois, c'est important parce que la diversité est extrêmement grande, toutes les zones géographiques sont représentées. Mais en ce qui concerne le bureau d'Aix-en-Provence, je dispose donc d'un triple inventaire sous cette forme, comme vous le voyez là, et qui en fait note l'ensemble des boîtes à archives, des classeurs, des meubles à plans, de toutes les boîtes et de tous les meubles qui conservent aussi les négatifs, les photographies, les tirages argentiques, etc. Donc chaque liste donne des types de contenants, des détails sur le contenu, sur les types de supports, les années, les dimensions. Mais il n'y a pas d'inventaire à la pièce. Donc, je suis obligée de reprendre les documents un par un avant numérisation pour ensuite faire vraiment un travail de rédaction de métadonnées, mais j'y reviendrai. Cet inventaire a été réalisé à la fin des années 90 par Pierre Varenne et Alain Badi, architectes du labo. Et voici quelques photos de la conservation, donc des éléments tout à fait classiques. Vous avez tout en haut une photo de Pierre Varenne dans l'entrée de la salle d'archives où il se trouvent tous les meubles à plan, puisque si spécificité il y a, c'est vraiment d'abord et avant tout le meuble à plan. Les architectes accumulent les meubles à plan. Cette salle est mutualisée avec le laboratoire, le centre de Camille Julien, dans les locaux de la MMSH à Aix-en-Provence. Donc vous le voyez, tout est représenté. Il y a des photos anciennes, des boîtes à archives, des disquettes aussi, j'allais le dire. Il y a quand même quelques disquettes. Je ne vous parle pas des archives numériques, puisque la plupart concernent des projets en cours, et ce sont les chercheurs qui les conservent par devers eux et cherchent à l'heure actuelle tous les espaces de stockage nécessaires à la sauvegarde de leurs fichiers. Hein. De toute façon, ce sont des fichiers de travail et le versement des archives numériques ne sera envisagé qu'après la publication des monographies. Donc en fait, je ne traite pas réellement depuis mon arrivée et surtout depuis la fin de la pandémie d'archives dites numériques. Je traite exclusivement du papier que je numérise et que donc je transforme en données. Euh, le travail de description archivistique se fait sous la forme la norme ISAG dans un portail Atome qui a été créé bien avant mon arrivée à la MMSH et qui est mutualisé entre les laboratoires et pour lequel, pour l'instant, je ne vous ai pas mis d'illustration parce que dans l'immédiat, il n'est pas encore très rempli. Si ce frein en parle, pour reprendre l'intitulé de cette session, c'est évidemment le manque de personnel. Donc, comme il faut ouvrir toutes les boîtes, il faut absolument faire un inventaire à la pièce avant tout projet de numérisation et de valorisation. La description archivistique, finalement, arrivera peut-être plus tard. Donc, je vais vous montrer un premier exemple des fonds qui ont été traités. Ah oui, donc un autre exemple de la façon dont les archives sont stockées. Oui, je vais accélérer, pardon. Euh, à, à Aix-en-Provence. Voilà, on peut repasser. Donc, l'un des premiers fonds que j'ai approché en ce qui concerne les archives à l'étranger sont les archives de Palmyre, qui est un des fonds les plus célèbres conservés par l'IRA et qui a été valorisé à la suite des destructions de Daesh, comme dans de nombreuses institutions de recherche partout en Europe, dans le monde, et par Sophie Bininger et François Quentin, l'ancien directeur de l'IRA, jusqu'en 2022. Donc, ce sont les archives de Robert Ramy qui représentent environ 9000 documents qui ont tous été inventoriés et en grande partie numérisés. Il en reste encore un peu à numériser par Sophie Bininger dans le cadre d'un contrat de recherche totalement dédié et qui ensuite ont été valorisés dans une exposition qui est une exposition de panneaux assez classique que j'ai commencé à mettre en ligne dans Nakala. Par contre, les documents en eux-mêmes feront l'objet d'une autre forme de valorisation. Il y a eu aussi une journée d'études et je vous invite vraiment à écouter ce que disaient Sophie Bininger et François Quentin, qui montrent à quel point les archives anciennes peuvent devenir un enjeu et quelles précautions il est nécessaire de mettre en œuvre avant de les exploiter dans le cadre d'un programme de recherche scientifique. C'est un exemple fondamental pour montrer la place de l'analyse architecturale afin d'établir de solides hypothèses de restitution de l'état ancien des monuments. C'est vraiment le discours de François Quentin.
Pour aborder un exemple plus récent, j'ai interviewé Véronique Picard. Ah oui, alors, c'est quand même pour le plaisir, un magnifique dessin de Robert Ami, mais nous verrons là aussi, enfin nous pouvons le voir, qu'il n'y a ni date ni indication et qu'on ne sait rien du tout, qu'il faut entièrement recontextualiser ce document. D'où encore une fois le temps que cela exige, surtout pour valoriser des documents aussi anciens et désormais aussi précieux. Je vous remercie. Donc, pour un exemple plus récent, j'ai interviewé Véronique Picard, qui est architecte à l'IRA et qui a travaillé de 2004 à 2010 aux missions à Delos pour la réalisation de l'Atlas. Les missions se sont succédées et l'ensemble des documents a été remis à l'École française d'Athènes, les versions papier comme les versions numériques. Ils sont la base de la réalisation du SIG par l'EFA. On retrouve les rapports dans Archimage, ici à l'EFA, mais je me suis demandé qu'ont donc conservé les chercheurs qui ont travaillé sur cette mission. Et comme vous le voyez, c'est quand même pratique puisqu'il y a vraiment une date de début et une date de fin. Donc, il y a une limite, le fond est clos. Et donc, j'ai demandé à Véronique, et elle a bien entendu, conserver une version numérique de toute sa production. Donc, son fichier est un fichier de documents vectorisé qui pèse 18 gigas, c'est quand même, c'est pas assez peu, mais c'est quand même pas mal puisqu'il ne s'agit que de son travail à elle sur une mission qui a duré 7 ans. Donc, il y a tous les autres membres de l'équipe. Alors, bien entendu, la question se pose de la pérennité de ces documents dans l'avenir. Est-ce qu'un double archivage entre l'IRA et l'EFA est pertinent? Ce seront des questions que nous devrons traiter. Donc, voilà pour cet exemple plus récent. Et enfin, je vais vous... Alors, donc, voilà, quelques exemples des fichiers conservés par Véronique, des minutes de terrain et des mises au net. Tout l'ensemble de... Un dernier exemple, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, celui des archives de Bula Regia, qui est un site archéologique situé en Tunisie, qui a fait l'objet de fouilles archéologiques importantes dans les années 70, auxquelles ont participé deux architectes archéologues de l'IRA, Albéric Olivier et Henri Broise. Il faut savoir que l'IRA a eu des bureaux à Dijon, à Besançon, à Bordeaux aussi, et que donc les archives de ces bureaux qui sont fermés depuis les années 90 ont été versées dans les autres bureaux, parfois ont été versées aussi ailleurs, dans des archives départementales. Albéric Olivier l'a fait pour ses archives sur la Côte d'Or. Euh, donc, ces documents ont été ramenés à Aix-en-Provence par les membres du labo. Ils ont été numérisés en 2021 grâce à un financement accordé par le programme ATAR, Axe transversal histoire et archéologie du Maghreb ancien de l'Université d'Aix-Marseille. À la fin de l'année dernière, j'ai recruté une étudiante de Master 2 en archéologie pour assurer le conditionnement et l'inventaire des documents. On compte plus de 700 plans et des centaines de dessins. Vous voyez que ça représente à peu près 2 mètres linéaires ou un petit peu plus puisqu'il y a le meuble à plan et tous les plans en rouleau. Le fond se divise en deux parties, les documents relatifs aux publications des années 80 sur les termes et sur l'ensemble des vestiges étudiés par Yvon Tébert et les membres de la mission. Et puis aujourd'hui, tous les documents qui sont actuellement utilisés par Henri Broise, qui va publier les études de l'Insula de la Chasse. Donc là, un fonds clos, mais en cours d'études et d'exploitation pour une publication. Donc un fonds qui nécessite d'être valorisé et inventorié. Et la stagiaire a aussi débuté la rédaction des métadonnées sous le format du Blinkor. Donc, on peut avancer et conclure. Voilà, donc des éléments des archives de Bula Regia. L'ensemble de ces exemples vous montre à quel point tous ces fonds existent en collaboration avec d'autres institutions, à quel point, même si ce sont des fonds clos et qui pour certains bénéficient quand même d'informations très intéressantes, comme on vient de le voir peut-être trop rapidement sur les documents de Bula Regia, mais là, sur ces documents-là, il y a tous les cartouches et toutes les informations, des échelles, des auteurs et des années, et même des mois et des jours. Donc ça, c'est vraiment fondamental aussi. Voilà. Donc, on voit la différence par rapport aux époques, par rapport aux outils. Et donc, si frein il y a, mais en même temps levier, c'est d'abord et avant tout par les types de valorisation qu'on va souhaiter mettre en place. Donc, en l'occurrence, pour les fonds anciens, comme Bula Regia ou pour Palmyre, nous nous acheminons vers des perséides qui semblent être vraiment le modèle le plus adapté à ces documents qui nous permettront de leur créer en quelque sorte un site web totalement dédié et de les mettre en relation avec toutes les publications qui existent déjà sur les plateformes du type Percé. Et du coup, on leur donne vraiment toute l'ampleur qu'ils exigent, enfin toute la notoriété qu'ils méritent. Les volumes, donc, bien sûr, exigent du personnel supplémentaire, une recherche de financement annuel pour recruter des stagiaires, voire dans l'avenir, j'en rêve, des CDD, voire un an de CDD, peut-être, ce serait bien, mais voilà.
Donc, vous voyez que malgré tous ces éléments, il est fondamental de rendre accessible à travers les outils de la science ouverte toutes les archives de fouilles, qui sont les seuls témoins des états anciens des vestiges archéologiques. Et de toute façon, nous sommes peut-être un petit peu tous dans le même bateau, puisque je rappelle que le CNRS a fêté ses 80 ans et que c'est un mouvement de fond qui se passe à l'heure actuelle dans tous les laboratoires de recherche. Je vous remercie.